Chers Algériens et Algériennes, bienvenue, c'est votre rendez-vous quotidien, le débat. Pour un ménage, le pouvoir d'achat mesure sa capacité à consommer grâce à son revenu disponible. Il fait généralement référence aux biens et services que ce ménage peut acheter dans son pays de résidence suivant l'unité monétaire en cours. En Algérie, cette capacité est en baisse constante. En 2021, le président de l'Association algérienne de la protection du consommateur et de son environnement, Mostafa Sebdi, avait expliqué que le pouvoir d'achat des Algériens avait baissé considérablement, c'est-à-dire de 50%, malgré la revalorisation des salaires des Algériens. Cette année, ce n'est pas mieux. Les Algériens ont fait face à de graves pénuries qui ont touché des produits de base subventionnés par l'État, entre autres l'huile de table et le lait conditionné. L'Aïd al-Adha, c'est demain samedi. Les discussions chez les ménages algériens tournent principalement autour du prix du mouton à sacrifier. C'est essentiel et hors de prix. Pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Gamal Abina, journaliste. Bonsoir. Et Fodel Briti, économiste et spécialiste en approvisionnement des biens et services, qui nous rejoint en visio, et Kenza Khato, journaliste d'Alger, qui participera sur le volet des détenus d'opinion. Bonjour Gamal Abina. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, vous. J'espère que Fodel est en ligne. On va essayer d'avoir Fodel en ligne. Pourquoi aujourd'hui, dans un pays comme l'Algérie, le mouton est un luxe, Gamel? Il y a beaucoup de choses, malheureusement, en Algérie qui sont un luxe, mais je pense que le mouton est un luxe, particulièrement au moment de pic de consommation, donc le moment des fêtes, évidemment, de l'Aïd al-Kibir ou pour demain, effectivement, toutes ces fêtes-là qui sont des tournants importants dans la tradition musulmane et qui, effectivement, sont les fêtes familiales, on se rend bien compte que la production des moutons en Algérie est très importante. Ce n'est pas un pays qui a un déficit de production, on a ce qu'il faut, il y a des fermes immenses par rapport à ces questions de moutons, là on exporte même, mais je pense que la spéculation, le jeu des spéculateurs combiné à un pouvoir d'achat qui n'est pas forcément très fort, conduit effectivement à avoir un mouton qui est hors de prix. Et pourquoi ces spéculateurs, comment font-ils pour échapper au contrôle? Alors déjà, pour qu'il y ait les contrôles dans un pays en général, je ne parle pas de l'Algérie, mais globalement, pour qu'il y ait les contrôles, il faut d'abord qu'il y ait une action de spéculation qui soit constatée par soit l'État, soit les associations de défense de consommateurs. En Algérie, les corps constitués ou les associations de défense de consommateurs ne sont pas forcément très au fait de ça ou pas assez vigilantes. Et effectivement, on constate tous les ans, ce n'est pas d'hier, ça fait des décennies que ces spéculateurs qui produisent profitent de cette misère sociale. En réalité, quand on va faire augmenter le prix d'une denrée alimentaire comme celle-ci dans une fête qui est quand même sacrée, on profite effectivement de la faiblesse des revenus des gens pour faire de l'argent. Et ça, c'est problématique parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'action gouvernementale qui constate qu'il y a une spéculation à ce moment-là qui est forte et que certains profiteurs s'en mettent plein les poches pendant que d'autres souffrent pour se payer le minimum syndical parce qu'il y a besoin en Algérie de consommation de viande, ce qui est normal, mais surtout au moment d'une fête comme celle-ci sacrée, c'est encore plus important. Les familles mettent un point d'honneur à avoir le mouton, et bien là, ils en profitent. Là, on parle de mouton, mais la viande a toujours été un luxe en Algérie, et surtout ces 2 dernières années, je dirais. La viande rouge est hors de prix. Alors, la production ovine et bovine sont importantes en Algérie. Ce n'est pas des petites productions. On n'est pas dans un pays qui a un déficit chronique. On apporte effectivement un petit peu, parfois pour compenser, mais globalement, c'est un pays qui a des grandes capacités. Alors, la justification, c'est quoi? C'est de prétendre qu'ils n'ont pas assez de moyens pour nourrir les animaux, ce qu'on parle, la production fourragère, toutes ces choses-là, mais ce n'est pas vrai, ça. Il y a eu un temps cette problématique du stockage effectivement de cette production parce que les Algériens quand ils travaillent beaucoup, travaillent bien, mais malheureusement la redistribution, la répartition n'est pas au rendez-vous. Et la problématique principale qu'on observe en Algérie, c'est effectivement un problème structurel d'organisation. C'est-à-dire que l'État réagit a posteriori. On l'a vu avec la production de tomates qu'ils ont dû jeter à la poubelle parce qu'il n'y avait pas les silos pour les réceptionner, il n'y avait pas les moyens pour transformer ça en industrie. Donc effectivement les Algériens travaillent beaucoup. Il y a ce que j'appelle l'Algérie est un pays qui fonctionne par à-coups. On a un manque, on met un à-coup. Chaque fois, c'est comme ça. Et là, on observe qu'effectivement, sur la question de la nourriture par la viande, en l'occurrence, qui est quand même quelque part en Afrique un luxe en général, eh bien là, on se retrouve dans une situation chronique de déficit et de spéculation à la hausse. Et c'est un problème, parce que c'est un pays qui produit beaucoup, mais qui distribue mal. La question de la redistribution de la richesse, donc de la redistribution de la production de richesse, est mal faite en Algérie. C'est ça la question qui se pose. Vous avez dit que l'Algérien travaille beaucoup. Ce n'est pas la réputation qu'ils ont, malheureusement, qu'ils travaillent beaucoup ou pas. J'aimerais avoir Fodel Briti pour avoir son explication, qui est, lui, économiste et spécialiste en approvisionnement. Fodel, êtes-vous en ligne? Oui. Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous pouvez... Fodel. Bonjour, Fodel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer avec nous.
Merci. Tout l'honneur est pour moi et bonjour aux téléspectateurs. J'aimerais qu'on n'a pas de téléspectateurs pour le moment, mais j'aimerais très bientôt on passera au satellite. Faudel, j'avais posé la question à notre invité Gamel Abina sur le prix du mouton en Algérie qui est actuellement un luxe. Pourquoi, Faudel? C'est un peu l'image d'une économie, hein, en fait. Le prix du mouton, il donne une image claire de l'inflation. C'est un peu les gens qui ont des revenus flexibles, les éleveurs, qui peuvent jouer avec les prix. Et en fait, ils doivent répercuter tous les frais qu'ils ont pour l'élevage, pour tout le coût de leur vie, au fond. C'est ça. Hein? Donc, quand il y a une inflation dans une économie, quand il y a l'inflation, ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui ont des salaires fixes. Les salariés, ils vont souffrir. Ceux qui ont des salaires flexibles ou bien c'est-à-dire ils peuvent jouer avec le prix de leurs services, de leurs biens. Et là, en plus de l'augmentation du prix, il y a aussi une sphère spéculative que j'ai vue déjà en 2014. J'ai vu une sphère spéculative autour du mouton. Il y avait Bznassia, donc ils achetaient des moutons et ils les revendaient. Votre explication rejoint celle de Gamel Abina sur les spéculateurs. Notre invité impute ce problème ou cette hausse des prix des moutons aux spéculateurs. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le coût de la vie. Le coût de la vie. De la vie. La vie. Oui. Le coût de la vie, c'est-à-dire que les éleveurs, ils vont essayer d'avoir le même standing de vie et donc ils vont vendre plus cher leurs biens, leurs moutons. Donc, on ne peut pas imputer ça juste aux spéculateurs. Les spéculateurs font partie, ils rentrent dans l'équation, mais en même temps, il y a le prix de la vie. C'est un indicateur. Quand on n'a pas un indicateur sérieux d'inflation, c'est un indicateur. Le prix du mouton, c'est un indicateur. Quels sont les autres indicateurs, Faudel? Donc, l'indicateur normal, c'est quoi? C'est qu'on calcule le panier de la ménagère. Donc, il y a comme 14, 15 produits et on calcule leur prix, on essaie de voir leur évolution. Et on calcule un taux, on dit le taux de l'inflation, il est de temps. Nous, en Algérie, il y a aucune prévision à faire, il y a aucun élément de calcul, il n'y a rien. Ça navigue à vue un peu. Et donc, l'un des effets, c'est ça. C'est qu'après, on se retrouve avec un mouton qui passe en 2014, les prix étaient de 4 millions 45 000 dinars. Et aujourd'hui, on est à des moutons qui font 80 000, 85 000 dinars. Faudel, restez avec nous. Gamel Abina, je reviens vers vous. Le président de l'association algérienne de la protection du consommateur, Mostafa Zebdi, avait parlé du pouvoir d'achat et qui avait dit, malgré la revalorisation des salaires des Algériens, est-ce qu'il y a eu une réelle revalorisation des salaires ? Il y a plusieurs éléments. D'abord, effectivement, là, votre invité fait référence à deux aspects. Il parle effectivement de l'inflation par les prix. Alors, l'inflation, il y a deux mécanismes. Je vais faire très simple, mais on va faire le plus simple possible. Il y a l'inflation par les prix qu'on observe en Europe, par exemple, avec une moyenne de 8%, qui est donc une perte de pouvoir d'achat, et l'inflation par les salaires, qui rattrape l'inflation des prix. C'est-à-dire que quand vous avez un salaire de 100 € et que vous perdez 8 € de capacité d'achat, eh ben, vous demandez 108 €, tout simplement. Et le problème, c'est que l'un alimente l'autre. Et le système inflationniste va dégrader l'économie parce que plus on augmente les prix, plus on augmente les salaires. Pourquoi? Parce que celui qui vend un produit manufacturé, il dit voilà, si vous me faites augmenter mes prix de mes salariés, je suis obligé de le répercuter sur les prix de vente du produit.
Donc à chaque fois, il y a l'un qui alimente l'autre qui fait que c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Alors effectivement, il y a un principe inflationniste qui existe en Algérie, mais ce n'est pas ce principe principal qui l'emporte. Je parlais de spéculateurs, c'est qu'effectivement, il fait référence au fait que les indépendants, les travailleurs indépendants, ceux-là, et c'est ceux-là dont je parle qui travaillent beaucoup, ça c'est indiscutable, font de la spéculation et font de l'argent parce que ça se fait facilement, il n'y a pas vraiment de dispositif pour empêcher ça. L'État arrive a posteriori, malheureusement. Et de l'autre côté, vous avez les salariés, donc la masse massive de salariés en Algérie. On estime qu'il y a à peu près, je crois, dans ce pays, 4 à 5 millions de fonctionnaires, c'est énorme, qui, eux, bénéficient d'une revalorisation de salaire. Alors, on précise que ce sont les fonctionnaires d'État, non pas des groupes indépendants, et que les salariés qui travaillent dans des groupes indépendants, dans des boîtes privées, eux, lui, ils gardent un salaire bas. C'est le même principe qu'en Europe ou un peu partout. L'État peut augmenter les salaires mécaniquement, et il l'a fait plusieurs fois, mais par contre, dans le privé, on n'augmente pas les salaires, ce qui fait qu'il y a une dégradation du pouvoir d'achat. Et donc, à partir de là, quand on fait référence à ça, on a une Algérie qui a un PIB par habitant, alors je traduis produit intérieur brut par habitant, de 4 000 $, ce qui est énorme. Mais en vérité, ça ne veut rien dire. Parce que ce PIB, c'est la richesse créée par les hydrocarbures, qu'on redistribue à une population à l'unité. Mais en vérité, le pouvoir d'achat réel des Algériens et ses capacités n'est pas aussi élevé. Vous avez dit que les richesses sont redistribuées à l'unité aux Algériens? Non, non, ça c'est le calcul qu'on fait en économie. Dans les faits, c'est pas vrai. Oui. Dans les faits, ça, c'est noir sur blanc, oui, ça, c'est ce qui est écrit. C'est ce qu'il y a sur l'économie pour faire beau, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on a un PIB élevé dans un pays que le lambda, enfin le citoyen lambda, bénéficie de ça. Lui, il est dans le calcul, c'est tout. C'est un calcul qui veut rien dire. En vérité, ce qui compte, c'est surtout le coût salarial et la capacité, il parlait du panier moyen de la ménagère, de pouvoir s'acheter quelque chose. Si quelqu'un a, je sais pas, a 2000 dinars de revenus et qu'il a un coût d'achat de 2500 dinars, il y a un déficit considérable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre, il est obligé de s'arranger, de faire des petites magouilles, et l'économie informelle l'emporte. Donc ce qui est important de le rappeler, c'est que les grands producteurs se mettent beaucoup d'argent dans les poches et augmentent leurs gains de façon excessive, quand les petits employés ne peuvent pas rattraper cet excès de gains du côté des producteurs. Et effectivement, je maintiens mon propos, les Algériens ne sont pas réputés, on parle de réputation, donc ce qui est fait d'étrangers, pour être travailleurs. Mais le secteur privé algérien, et surtout la paysannerie, elle travaille à fond. On voit ce qui se passe à Ouedsouf, un peu partout. Ils travaillent, ils produisent de la richesse. Malheureusement, effectivement, ce n'est pas parce qu'on produit beaucoup de richesse qu'on gagne bien sa vie. Alors quand il y a des occasions comme celle-là de grandes fêtes, eh ben, ils en profitent pour se faire de l'argent à bon compte sur le dos de la population. Fodel Bakhiti? Oui. Quel est l'impact de cette revalorisation des salaires, si impact il y a? Quel est son effet sur le pouvoir d'achat dans l'absolu? Comme il dit, je me rappelle pas très bien du prénom, c'est Gamal Abina. Abina, ok. Donc, c'est ce qu'il disait, on va rentrer dans un cycle inflationniste où la revalorisation, elle va juste faire augmenter les prix. Au fait, elle va faire augmenter les prix. Pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de prix, il faut agir sur l'offre. Et donc, le problème de l'Algérie, et je sors un peu de votre question pour dire quelque chose, quand on a un marché qui revient chaque année avec 3-4 millions de moutons ou 5 millions de moutons qu'on a besoin chaque année. C'est un marché phénoménal. Dans un pays comme les États-Unis, ils vont se frotter les mains. Je vous dirais, ici au Canada, à Montréal, il y a un Portugais, il a une ferme. Il nous a dit, avec mon ami, il nous a dit, si vous me faites 2 fêtes comme ça par année, je travaille juste avec vous. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une demande forte, elle est cyclique, elle a l'apogée, c'est 1 fois par an, mais on n'arrive pas à développer une filière de production de moutons. Pourquoi on n'arrive pas à la développer? Pour plusieurs raisons. Parce qu'on est déstructuré, parce que les éleveurs, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, parce qu'on n'a pas d'aliments de bétail. Il n'y a pas l'industrie d'alimentation du bétail. Parce que on doit se poser des questions sur la bureaucratie. Pourquoi cette filière ne s'est pas développée? Ça fait 60 ans qu'on est indépendant. On vient de fêter le 5 juillet le 60e anniversaire. Et on doit se poser la question, pourquoi des filières comme ça ne se sont pas développées? Or qu'elles ont tout pour se développer. Le problème majeur pour quelqu'un quand il veut se lancer en business, c'est de se dire, est-ce que mon produit, je peux le vendre?
Est-ce que j'ai un marché? Je fais une étude de marché. Là, tu as une certitude que, que la personne va vendre. Il ne se met pas dans cette industrie. Est-ce qu'on n'a pas d'éleveurs en Algérie? Est-ce que... Donc, c'est ces questions-là que devrait se poser le pouvoir central. C'est lorsqu'on règle ce problème, c'est ce jour-là qu'on verra un prix, parce que là, il y a une sphère spéculative, et la sphère spéculative, elle va aller chercher le maximum de profit en utilisant les manques d'un marché. Et dès que le marché se régule, ou bien on cherche à le réguler, et cette sphère spéculative, elle va disparaître, ou bien on va la pousser à devenir formelle. Merci Fodel Brité, restez avec nous. Vous voulez rebondir à son explication, Gamal Abina? Oui, tout à fait. Je comprends très bien ce qu'il veut dire par la problématique de l'approvisionnement de tout ce qui est fourrage pour pouvoir nourrir les animaux en Algérie, enfin particulièrement ce marché monumental qui est le marché des moutons, parce qu'on a une production ovin, caprin, bovin, enfin c'est une production considérable en matière de production de tout ce qui est viande et moyens agricoles. Là on est en déficit, c'est sur la question des vaches et le lait, parce qu'on sait qu'on apporte plus de 50% des besoins en lait, en poudre de lait. Mais il y a deux aspects effectivement. Il y a le premier aspect, c'est la déstructuration, c'est-à-dire que l'économie n'est pas intégrée en termes de région et en termes national, ce qui fait qu'on se retrouve avec des spéculateurs qui profitent de cette déstructuration ou de ce manque de structure. On n'a pas vraiment de vraie fédération et les statistiques sont assez faibles par rapport à ces questions-là. Et donc, ils profitent de ces vides juridiques et de ces vides économiques pour pouvoir se positionner et faire de l'argent. Et puis, il y a l'autre aspect, effectivement, c'est que quand il y a une surproduction, et ça arrive, il y a des surproductions en Algérie, eh bien, on ne sait pas quoi en faire. Ce qui est quand même extraordinaire. On se rappelle, comme je disais tout à l'heure, l'histoire quand même des tomates qui se retrouvaient jetées alors qu'ils ne savaient plus quoi en faire, les malheureux. Donc les paysans ont travaillé à fond et se retrouvent avec une surproduction. Il n'y a pas de surproduction puisqu'on a des déficits. Mais on aurait pu les exporter, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Le blé, c'est pareil. On s'est retrouvé avec une production de blé importante, d'orge. Ils ne savaient pas où les mettre, puis il n'y avait pas de silo. Donc ce qui pose problème en Algérie, c'est vraiment une vue globale, que le ministère fasse le travail pour qu'il y ait une vue d'ensemble, que ce soit régulé, que ce soit réparti, parce qu'on a un territoire qui est pour 10% de ce territoire, donc c'est toute la bande côtière, qui est un territoire vert. Le reste est désertique ou semi-désertique, mais le nord est très agricole. Et donc ce territoire vert devrait produire l'équivalent de ce que la France produit, puisque 10% de l'Algérie, ça correspond quasiment à la superficie de la France, puisqu'on a un pays qui est pratiquement 4 fois et demi plus important que la France. Et pour autant, on a des déficits, parce qu'il y a un problème chronique d'organisation, de référencement des besoins, de redistribution de ces besoins, et de formation même de la paysannerie, qui bosse beaucoup, mais qui n'était pas bien formée à ça. Donc tout ça donne quoi? Donne qu'ils se retrouvent dans des situations où les paysans disent, ou les producteurs, on n'a pas assez de produits, on n'a pas assez de moyens, on ne nous aide pas, on entend souvent ça. Et finalement, au moment clé de ces fêtes importantes, il a raison, 4 à 5 millions de têtes qui sont abattues par an, c'est un marché considérable. C'est un marché dont le monde entier rêverait. En Algérie, il est, comme tous les pays musulmans, il est attendu. Et pour autant, on n'y répond pas. Et moi, j'ai envie de dire que le fellah algérien, c'est celui qui a fait la révolution quand même, il en parlait il y a 2 minutes, ce fellah est travailleur. Il y a peut-être moins de travailleurs dans les villes, on le sait, c'est surtout les femmes qui travaillent en Algérie, il faut être honnête, mais dans la paysannerie, tout le monde travaille. Et malheureusement, il n'y a pas de vraie direction claire. Ça fait quoi? On va parler de la question du lait ou de la production laitière. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on apporte des quantités faramineuses de lait et on n'a pas été capable d'importer ou même de produire des quantités importantes et suffisamment structurées de vaches laitières pour pouvoir le faire. Il suffit d'importer 500 000 vaches, le problème est réglé. Ça coûte moins cher que d'importer du lait. Et bien là, il y a un vrai problème par rapport à ça. L'équipe technique me dit qu'il nous reste 6 minutes avant la fin de cette émission. Fodel Briti, merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé, Fodel. Je vous en prie, ça m'a fait un énorme plaisir. À la prochaine. À la prochaine, Fodel Briti. Une dernière question, Gamal Abina. J'ai encore plein de questions, mais j'aimerais parler de la loi de finances 2022 qui est signée par le président Abdelmadjid Tebboune, une loi qui acte la fin des subventions sur des produits de base, donc le lait, l'huile alimentaire. Quel est l'impact de cette loi en cas d'application? Parce que je pense que l'application prendra encore du temps. Quel sera son impact sur la disponibilité de ces produits, notamment ou surtout après toutes les pénuries que les Algériens ont connues? Et ça, c'est un signal fort qu'il donne malheureusement, hein, parce qu'il y a toujours dans des dispositifs comme ça, il y a toujours le bon côté et le mauvais. Le bon côté, c'est que c'est une loi de paniquer au départ. Quand le gaz et le pétrole baissaient, ils ont dit on va réduire les dépenses, ce qui est logique.
Là-dessus, on comprend. Mais aujourd'hui, ça va très bien en termes de production gazière et pétrolière. On a des réserves à n'en plus finir. Les ressources sont considérables. On bénéficie à fond de la spéculation à la hausse du gaz et du pétrole. Donc cette loi-là, elle arrive un petit peu en retard, alors que les subventions peuvent être en vérité conservées. Pourquoi? Parce que si vous dites qu'il n'y a plus de subventions, à ce moment-là, eh bien, le consommateur lui va se précipiter pour acheter. Il va créer une rareté parce qu'il va acheter des produits qui sont encore subventionnés. Ça va donc créer dans les étals un vide. Et donc là, le spéculateur, qui lui produit toujours la même quantité, je veux dire, il va se mettre à se dire, bon, comme c'est plus subventionné, on va vendre plus cher, ce qui est logique. Et comme il y aura un vide dans les étals, on l'a vu en France avec l'histoire de l'huile de table, je veux dire, ils ont multiplié par 3 ou 4 le prix, juste parce qu'ils ont fait croire que c'était rare, vous imaginez. Donc quand on donne l'impression que ça va être rare, eh bien, il y a un effet d'entraînement qui est dangereux. Parce que dans le capitalisme sauvage, en l'occurrence, quand vous rarifiez un produit, il devient cher. C'est mécanique. Si vous dites qu'il n'y a plus de subvention sur un produit, les gens vont se précipiter pour l'acheter, il va donc devenir rare et donc cher. Et la rareté faisant le prix, eh bien, ça va faire une dégradation du pouvoir d'achat des Algériens, parce qu'ils vont s'imaginer que... Moi, je pense que c'est une erreur d'appréciation qu'il aurait fallu dire, les denrées de base ne faut pas y toucher. Certains produits vont avoir moins de subventions, pas à supprimer, mais moins de subventions, et surtout garantir en amont que la production soit au rendez-vous pour qu'il n'y ait pas de spéculation. Je pense, comme d'ailleurs pour la France, qu'il faut bloquer les prix. Voilà, l'Algérie doit dire pas de subvention, mais on bloque les prix. Comme ça, il n'y a pas de spéculation. Puisque vous avez parlé de la France, j'aimerais rappeler que l'huile de table est finalement était revenue et était devenue disponible dans les rayons en Algérie. Et c'était au même moment où il y a eu des pénuries dans des pays comme la France. Des explications? Très simple. Michel-Édouard Leclerc demande une commission d'enquête et il a raison. Parce que là, encore une fois, on parle des spéculateurs, des producteurs. Les enquêtes, on les demande toujours en Algérie, mais ça s'ouvre. C'est plus compliqué. Mais on n'a jamais de résultats. Oui, parce qu'il y a des intérêts divergents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, ils demandent des enquêtes. Là, on parle des grands capitalistes, on parle des grands distributeurs. Leclerc n'est pas un petit, c'est un grand distributeur. Il a dit, moi, quand j'achète à ceux qui prétendent me vendre ces produits-là, ils m'annoncent que le problème est ukrainien. Alors que ce n'est pas vrai. L'inflation a commencé avant la guerre d'Ukraine, mais ce qui se passe, c'est qu'ils s'en mettent plein les poches en attendant, en cherchant des faux prétextes. Et là, il a dit qu'il faut ouvrir l'enquête parce qu'effectivement, alors il y a eu plusieurs faux prétextes. Ils ont dit au départ que l'huile de table était rare parce que l'Ukraine. Après, ils ont vu que c'était un peu gros. Ils ont dit que finalement, c'était rare parce que le ramadan arrivait, que les musulmans... Après, ils ont dit que les mineurs étaient responsables. Oui, les musulmans, quoi. Voilà. Qui aiment bien cuisiner avec de l'huile de table, comme si c'était la première année où ils faisaient ça. Avant, ils ne cuisinaient pas avec l'huile de table. On faisait ça avec l'huile de chameau, peut-être. Et ce qui se passe, c'est vraiment incroyable. Mettre ça sur le dos des gens, alors que la problématique, c'est le producteur. Il a des réserves considérables, mais il les met de côté. C'est le même mécanisme qu'à Paris. Il y a 100 000 logements vacants. On ne veut pas les louer. Pourquoi? Pour garder les prix artificiellement hauts. Et bien là, c'est pareil. Si vous avez moins d'huile de table, si vous en livrez moins ou plus cher, eh bien mécaniquement, la rareté faisant le prix, ça augmente le prix de façon considérable et eux, ils se mettent beaucoup d'argent dans les poches. On a les mêmes mécaniques à l'inverse. En Algérie, il y a ce qu'il faut parce qu'on a des producteurs, on a quand même des industriels dans le domaine, comme c'est vital, qui font le boulot, mais du jour au lendemain, ils peuvent commencer un peu à bloquer l'alimentation et à ce moment-là, ça monte. Et ça, c'est très grave parce que l'État doit et a une responsabilité pour obliger ces spéculateurs qui sont des rapaces de l'économie à au minimum respecter le principe de base qui est de garantir les besoins primaires, la fameuse pyramide de Maslow, les besoins primaires des consommateurs. Logement, nourriture, vêtements, c'est le minimum syndical. Si ça, c'est pas satisfait, ça conduit à des révoltes. Je pense qu'une autre question, vous m'avez tendu la perche vers une autre question. Pourquoi aujourd'hui, en Algérie, avec un salaire moyen ou pas, on ne peut pas avoir les besoins, primaires, pardon. Absolument. Donc louer un logement, se nourrir correctement et s'habiller surtout. Alors on ne comparera jamais l'Algérie, Maroc et Tunisie, nous sommes un pays rentier. Ces pays-là ont une misère endémique qui est là et qui est logique. Donc un pays rentier ne devrait pas avoir ce problème-là. On a 44 millions d'habitants qu'on peut largement nourrir. Le problème, c'est que dans un pays à la fois socialiste et marché libre, ça se heurte, les deux idéologies se heurtent sur le terrain. Et le terrain, c'est quoi? C'est la population. Donc on a d'un côté le marché libre qui spécule, et de l'autre côté l'économie planifiée socialiste qui dit on va un petit peu aider, on va faire des subventions, on va faire des logements pas trop chers, c'est vrai. Mais en vérité, ce qui compte in fine, c'est le pouvoir d'achat, donc la rémunération de l'Algérien moyen, privé comme public d'ailleurs, parce que ce n'est pas les mêmes prix privé et public, pour espérer pouvoir se payer ses moyens. Et bien malheureusement, il n'y a pas d'adéquation, ça ne se rencontre pas. Le pouvoir d'achat est faible et la spéculation commence à se faire sur le logement. Vous avez parlé du logement. Oui. On veut faire d'Alger une capitale européenne. C'est ce qui arrive au Maroc. Tanger, par exemple, est devenu très cher. Eh bien, Alger, qui est une capitale africaine, se voit en standard européen. Or, on est en Afrique.
Les salaires, ce n'est pas les salaires que... Ce ne sont pas les salaires européens. On a 200 € de moyenne, je crois, de salaire. On ne peut pas accepter que la spéculation sur le logement, sachant que le coût de la construction est très bas, hein, c'est pas cher l'Algérie pour construire un logement, le coût de la construction est bas, les salaires sont bas, et on veut faire des standards à la parisienne. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut que les standards soient africains, simplement. Sinon, on va avoir des gens qui pourront plus loger. Merci beaucoup Gamel Abina. Pour ouvrir le volet des détenus d'opinion, les familles algériennes, surtout les familles des détenus d'opinion, attendent depuis des jours, depuis la décision du président Abdelmadjid Tebboune de la grâce présidentielle qui concernera apparemment les détenus d'opinion, donc les personnes poursuivies pour attroupement. Kenza Khato en ligne. Bonjour Kenza. Bonsoir Amira. Bonsoir, bonjour. مرحبا بك معنا كنزة. يعيشك أميرة. قولي لي كنزة، هل من مستجدات حول مساجين الحراك خليني نقول؟ écoutez, pour l'instant ما كانش مستجدات لحد الساعة. يعني كاين 7 معتقلي الرأي، معتقلي الحراك اللي تم الإفراج عنهم. يعني البيان تاع رئاسة الجمهورية كان تكلم على مراسيم تاع عفو ولكن عفو رئاسي، ولكن بالنسبة للمعتقلي الرأي تكلم عن توصيات. يعني ما كان حتى مرسوم أمضى عليه الرئيس عبد المجيد تبون يخص المعتقلين. لحد ساعة مازال كاين غموض، كاين ترقب، ما كان حتى حاجة واضحة لحد ساعة بخصوص معتقلي الرأي، ولا خليني نقول اللي سماهم بيان رئاسة الجمهورية الموقوفين تاع الجمهور، المتابعين بتهمة التجمهر. بتهمة التجمهر. كنزة خطو، احنا كنا شفنا انه كاين غموض كبير حول المعتقلين، حول القوانين او طريقة كتابة لو كومونيكي تاع دو لا بريزيدونس. هل من اليوم هل كاين ربما معتقلين خرجوا من السجن كنزة خطو؟ اليوم الجمعة قلت لك أميرة ما كاش. كاين البارح خرجوا نظن معتقلين 2، ومنذ 5 جويلية كاين 7 معتقلين فقط اللي خرجوا. وتعرفي باللي العائلة الحقوقية تتكلم على أكثر من 300 معتقل رأي متواجدين في مختلف السجون الجزائرية. أكثر عاودي لنا بك الرقم كنزة خطو. 300 سجين رأي وسجين حراك متواجدين في مختلف السجون الجزائرية، من بينهم معتقلين متابعين بتهم جنايات الانخراط في جماعات أو في منظمات إرهابية اللي صنفت حديثا في الجزائر إرهابية، وهي الماك ورشاد. يعني الأمس أيضا كانت في الوقت اللي احنا ننتظر أنه حيكون عفو يمس معتقلي الحراك ومعتقلي الرأي أنهم حيخرجوا كما وعدت به برقية وكالة الأنباء. البارح كانت النيابة في مجلس قضاء باتنا محكمة الجنايات التمست الإعدام في حق معتقل رأي. يعني كانت صدمة هنا في الجزائر. هو متابع بجناية الانخراط في منظمة إرهابية وليست رشاد وليست الماك. يعني كانت مفاجأة، وهي هي مجرد محادثة على الفيسبوك اللي اسمها دعيني أقول المجلس الثوري السلمي. هي كانت مبادرة أطلقها معارض جزائري من الخارج، وكانوا شباب هنا. كانت محادثة على الفيسبوك، ويعني نصنفوهم على أنهم إرهاب. هي المادة 87 مكرر تقول أنه كل عمل تخريبي يمس بالوحدة الوطنية وبالوطن يعني يعتبر عمل إرهابي. وأني نقول هكا لأنه إحنا في الجزائر ظنينا أنه بعد 5 جويلية مانيش حنزيدو نسمعوا دعيني أقول بهذا القمع الكبير اللي راهو صاري هنا في الجزائر ضد نشطاء الحراك. شكرا كنزة خطو. وقت للأسف وقت المحادثة وقت الحصة محدود. شكرا جزيلا على المشاركة كنزة خطو. إلى اللقاء. مع السلامة أميرة بوجمعة. Gamel Abina, un dernier mot? Oui, j'espère que ça ira mieux pour demain. Et puis surtout, c'est la fête, donc il faut être positif.
Et je souhaite la libération de tous les détenus d'opinion. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus. Et merci à l'équipe technique, et je ne vous oublie jamais. Merci pour cet excellent travail. Je vous retrouve dans un nouveau numéro, une nouvelle thématique, mais toujours sur l'Algérie. Je vous souhaite à tous, Saha Aïdkom, un excellent Aïd al-Adha.